Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Chloé Séché, je suis chargée de mission au RTES, le réseau français des collectivités territoriales pour une économie solidaire, qui réunit 180 collectivités territoriales à l'échelle de la France qui développent des politiques de soutien à l'économie sociale et solidaire. Et donc, c'est moi qui vais animer cet atelier sur le rôle de l'économie sociale et solidaire dans la lutte contre les inégalités et pour une société inclusive cette édition du GCEF 2021 depuis, pour certains, Mexico. Donc aujourd'hui, ce sujet que nous allons aborder donc fait référence quand même voilà, aux multiples crises qui traversent nos sociétés, autant de crises sociales, économiques, environnementales, qui sont toutes productrices d'inégalités. Et on l'a encore vu très récemment avec la crise sanitaire et les différentes crises sociales et économiques qu'elle a engendrées, qui ont vraiment, elles aussi, accentué les inégalités, engendré l'exclusion de nombreuses personnes. Et face à ces phénomènes, on a pu voir de nombreux citoyens, de nombreuses structures de l'économie sociale et solidaire, souvent en coopération avec des gouvernements locaux et ou des gouvernements nationaux, s'organiser pour répondre, pour faire face à l'urgence et trouver des solutions. Qui permettent des solutions souvent agiles et innovantes et qui permettent voilà, de renforcer l'inclusion de nos sociétés. Voilà, occasion en fait une fois de plus de démontrer la force de résilience qu'incarne l'économie sociale et solidaire et ses acteurs. Donc, comment l'économie sociale et solidaire favorise-t-elle l'inclusion de tous, y compris des personnes les plus vulnérables? Quel rôle peuvent jouer les structures de l'économie sociale et solidaire, les gouvernements locaux, mais aussi les dispositifs nationaux pour favoriser une société plus inclusive au travers du développement d'une économie sociale et solidaire? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers des témoignages de 5 personnes. Donc, nous aurons les témoignages de Monsieur Kevin Ossa, qui est directeur exécutif de l'OJEDD, l'Organisation des jeunes engagés pour le développement durable au Togo. Nous aurons également le témoignage de Madame Béatrice Alain, qui est directrice générale du chantier de l'économie sociale au Canada, de Monsieur Mohamed Sali, qui est coordonnateur et fondateur de l'espace marocain de l'économie sociale, solidaire et environnementale, de Madame Joanne Lavoie, qui est commissaire à l'économie sociale à la ville de Montréal, et de Monsieur Honoré Ouanchi, qui est enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Je vous invite tous et toutes à couper vos micros lorsque vous n'intervenez pas, et puis à tous les participants à poser vos questions dans le chat. Benjamin du GCF et moi, voilà, nous chargerons de les transmettre aux intervenants au moment le plus opportun, soit directement après leur intervention, soit à la fin. On garde vraiment un temps d'échange voilà, avec vous, les participants. Donc, chaque présentation va durer une dizaine de minutes. Donc, voilà, sans plus attendre, je donne donc la parole tout de suite à Madame Béatrice Alain, qui, qui est arrivée tout juste à Mexico depuis le Canada pour voilà, nous présenter la manière dont au Canada, la crise sanitaire a mis en évidence de fortes inégalités sociales et surtout la façon dont les structures de l'économie sociale se sont emparées de ce sujet pour produire des services aux personnes les plus vulnérables. Madame Alain, c'est à vous. Merci, Chloé. Bonjour à tout le monde. Je suis bien contente d'être ici avec vous. Effectivement, la question des personnes vulnérables, elle est au cœur des préoccupations de l'économie sociale au Québec depuis longtemps. En fait, je pense qu'elle est au cœur c'est un enjeu de société de tout temps. Peut-être retourner à la deuxième diapo par en arrière. Désolée. Oui, voilà. Non, la deuxième. Voilà. Donc, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous comme société pour être aux soins des personnes vulnérables. Des solutions publiques. Quand même, au Canada, la médecine, l'accès à un médecin est public. Il y a un certain nombre de soins qui sont publics.
L'avantage, c'est que ce sont, dans ce cas-là, des produits, des services identiques, accessibles pour tous, ce qui est très bien. Par contre, ça pose quand même quelques enjeux. Il y a l'enjeu des distances. Au Québec, c'est un très grand territoire, donc même si l'accès aux médecins est égal, si je dois conduire 3 heures pour arriver à la clinique et que je suis une personne âgée qui ne peut pas conduire, ben, ce n'est pas si accessible que ça. Ou une résidence pour personnes âgées en perte d'autonomie, si elle se situe très loin de ma communauté d'origine, ça veut dire un déracinement pour moi et pour ma famille qui vient me visiter. Et puis, deuxièmement, il y a des limites de ressources publiques et une certaine gestion, une certaine pression sur leur gestion, donc qui incite à couper des coûts ou à gérer de façon assez centralisée et identique l'ensemble des structures. Ce qui, par exemple, dans le cas de la COVID, a posé vraiment des défis parce qu'il y avait des personnels qui allaient entre infrastructures ou parce que c'était beaucoup moins agile pour réagir à des cas, notamment d'éclosion. Il y a également des solutions privées, donc des individus qui vont offrir des soins et des individus qui vont choisir d'en consommer. Par contre, ce qu'on voit vraiment, c'est que ces solutions sont bien pour ceux qui peuvent se les payer, mais ne desservent pas les marchés qui sont moins lucratifs. Donc, les personnes moins nanties, des marchés plus petits, des petites communautés, des populations avec des besoins plus complexes. Donc, des enfants avec des garderies prennent pas des enfants avec des cas très problématiques ou des personnes âgées avec besoin de plus de soins, etc. Et les choix de gestion sont faits pour maximiser les intérêts ou la lucrativité pour les investisseurs. C'est la logique d'une structure privée. Donc, les solutions collectives, c'est-à-dire en coopérative ou en OBNL, l'avantage sont que ce sont des solutions par la communauté et pour la communauté, ce qui assure à l'intérieur d'une obligation de viabilité économique toujours une question d'accessibilité, puisque le but est de servir la communauté. Donc, on va soit, si c'est viable, élargir le territoire qu'on sert ou baisser les prix pour rendre les choses plus accessibles. Et on va être capable d'aller développer des réponses à plus petite échelle, pour autant que ce soit économiquement viable. Donc, si on voit des résidences pour personnes âgées, des grandes tours de 300 logements à Montréal, en fait, toutes les résidences pour personnes âgées dans les petites communautés rurales, la grande majorité sont des OBNL parce que leur but est de servir cette communauté et d'être viable plutôt que de faire un grand marché avec ça. La question de la qualité aussi est importante. On va être capable d'ajuster d'abord les services pour refléter les besoins et les préférences locales. Donc, ce qui est préféré à Montréal ne sera peut-être pas en Gaspésie. Deuxièmement, il y a un contrôle de qualité via les usagers ou les représentants qui siègent au conseil d'administration et on voit là, ce qui est fondamental. Et parce qu'on a une structure de gestion locale par les usagers, on va avoir une plus grande agilité pour répondre à des imprévus, que ce soit à l'échelle locale ou nationale. Donc, par exemple, on a vu que les centres de petite enfance, les garderies, ont beaucoup mieux géré la crise de COVID parce qu'elles étaient capables de réassigner quand il y avait des places limitées, elles savaient les familles qui en avaient besoin, elles étaient capables de faire ces choix beaucoup mieux qu'une structure centralisée. Et finalement, on voit qu'elles sont plutôt pérennes, d'une part parce qu'elles permettent de mailler des ressources publiques, privées, locales, etc., d'une façon qu'une entreprise privée va moins faire parce qu'on va moins investir dans quelque chose qui va retourner dans les poches d'un privé et qu'une structure publique, elle reste souvent à son palier de financement. Et finalement, parce que c'est des choix, c'est des structures qui visent à être là à long terme pour servir la communauté. Donc, on va plus systématiquement réinvestir au service de la qualité de la pérennité. Il reste qu'il y a des problématiques. Ce sont souvent des solutions qui vont être développées par une communauté puis qui ne vont pas s'étendre s'il n'y a pas des moyens pour les mettre à l'échelle ou les essaimer ailleurs. Et des fois, sont carrément tellement spécifiques à cette communauté qu'elles ne peuvent ne pas être tant réplicables. La prochaine diapo. Merci. Donc, comme exemple, au Québec, on a un réseau de centres de la petite enfance. Au départ, donc, qui s'occupe des enfants à l'âge avant qu'ils rentrent à l'école. Au départ, il n'y avait aucun service, ce qui veut dire que dans les fêtes où les femmes qui avaient les moyens se payaient quelqu'un chez eux au privé, mais souvent au noir, ou alors elles restaient à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Dans les années 80, il y a eu des garderies populaires
Et une politique en 97 donne lieu à un réseau de ces garderies partout au Québec, où une partie est subventionnée par l'État, mais chaque organisation est gérée par les parents. Et ce qu'on voit, c'est que, du fait de l'accessibilité, il y a une hausse très importante du marché des femmes au marché du travail, de en dessous de la moyenne du Canada à au-dessus. Deuxièmement, une énorme réduction du travail au noir des éducatrices notamment. Donc, ces deux facteurs font que l'État a eu des entrées d'argent en fiscalité très importantes. Donc, malgré les subventions qu'il donne, c'est en fait une politique payante pour l'État. Il y a également une baisse importante de taux de pauvreté des familles monoparentales parce que les femmes peuvent retourner sur le marché du travail plutôt que d'être sur le bien-être social. On voit un encadrement plus rapide et complet des enfants vulnérables parce qu'ils sont socialisés dans ces structures. En termes de récemment avec la COVID, on voit que c'est donc des lieux, vraiment des centres qui sont accessibles partout au Québec plutôt que dans les grands centres. Les garderies privées sont vraiment juste dans les quartiers les plus nantis des grandes villes. Le niveau de qualité de plein d'études ont montré est de beaucoup supérieur aux structures privées. Et on voit un souci de pérennité, encore une fois, pour maintenir, parce que vu l'importance pour la communauté de ces structures. Je pense que j'ai une dernière diapo. Donc, dans un contexte québécois de vieillissement de la population qui appelle à augmenter les soins à domicile pour les personnes âgées ou des résidences pour personnes âgées adaptées, étant donné des niveaux de richesse très différents sur le territoire et de densité de la population sur le territoire, étant donné de tout temps des besoins spécifiques aux personnes plus vulnérables, notamment des personnes handicapées, des personnes avec des jeunes enfants, etc., et une crise de logement. Ces enjeux sont au cœur de nos préoccupations. Comment on va prendre soin de ces personnes? Notamment, quand les systèmes ne sont pas adéquats, ce qu'on voit, c'est que la charge revient sur les femmes, ce qui veut dire une baisse de participation des femmes au marché du travail, une carrière moins intéressante parce qu'on doit faire des sacrifices pour s'occuper ou de ses enfants ou de ses parents, ce qui est aussi un enjeu pour nous parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre. Alors que le contexte appelle à faire des choix intelligents de solutions de maillage, de solutions publiques pour des services de base, de solutions privées, parce qu'il y aura toujours des initiatives privées, mais des solutions collectives pour assurer des soins de qualité et de pérennité pour des questions de logement, de soins à domicile, de transport, de répit aux proches aidants, de loisirs adaptés, etc. Merci. Merci beaucoup, Béatrice Alain, pour ce partage. Alors, n'hésitez pas, si vous avez quelques questions, enfin une ou deux questions à poser à Béatrice Alain suite à son témoignage, car je crois que malheureusement, elle doit nous quitter ensuite. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez voilà, des demandes de précision. On peut peut-être prendre une ou deux questions. Je ne vois pas de questions, donc pour le moment. Moi non plus. Bon, si elles Donc, on va arrivent, pouvoir- n'hésitez pas à les poser. Nous les transmettrons à Béatrice par mail. Et puis voilà, il y aura l'occasion de revenir dessus. Est-ce que Benjamin, tu souhaitais... Non, je pense qu'on va pouvoir libérer du coup Béatrice, Très bien, qui est à Mexico, il faut le noter. Voilà. tout à fait. Qui aura la chance de participer aux autres échanges. À bientôt et merci beaucoup, Merci Béatrice. Ah, une question est arrivée, mais je crois que Béatrice est déjà partie, malheureusement. Eh bien, je vous propose qu'on la garde et qu'on puisse la mettre en discussion à la fin, suite aux différents témoignages des différents intervenants. Comme ça, on pourra en échanger tous. Je propose maintenant de passer la parole à Monsieur Kevin Ossa, afin qu'il puisse nous présenter le contexte et la façon dont l'OGED, ou l'OJEDD, j'espère bien prononcé, est intervenu en appui aux personnes vulnérables, notamment dans les zones rurales, face au changement climatique. Et voilà, à vous, Monsieur Kevin Ossa.
sais pas si vous avez qui apparaît sur le Zoom. Merci. Alors, on vous entend. En revanche, on ne voit pas vos diaporamas. Pardon? On vous entend bien, mais on ne voit pas le partage de votre diaporama. Non, non, non. C'est pour Oui, Monsieur Wanshi. en réalité, il n'y a pas de diapo. Voilà. Ah non, c'est pour Kevin, c'est ça? Oui, c'est pour Kevin. Il dit qu'il n'y a pas de partage d'écran. Non, non, il n'y a pas, voilà, il y a pas pas de diapo, de présentation. Voilà. C'est ça. D'accord. Donc, très rapidement, je vais avancer. Je suis Kevin Ossa, je dirige l'organisation des jeunes engagés pour le développement durable. Nous sommes une association de jeunes qui essayons d'appuyer les communautés en matière de développement local et durable. Et surtout dans la dynamique du respect de l'environnement, dans la lutte contre le changement climatique. Alors, je suis désolée. Qui leur permettent à elles de pouvoir être beaucoup mieux résilients par rapport qui surviennent et dont elles n'ont pas souvent idée ou ne s'y connaissent pas là-dedans. Alors, allô, est-ce que je peux avancer? On vous entend très très mal en fait, mais j'ai l'impression que là c'est mieux. Couper la vidéo pour que ce soit un peu plus fluide. D'accord, je pense que ça aille un peu mieux maintenant. D'accord. Désolé, hein, j'ai pas la meilleure connexion. Désolé. Donc, je vais devoir mettre ma présentation en 5 grands points. La toute première, c'est de faire une petite intro communauté. En troisième position, quelles sont les actions du gouvernement togolais ou de l'État et des ONG en la matière. En quatrième position, quel a été notre impact ou tout ce qu'on a pu faire pour soutenir les communautés. Et en cinquième position, les perspectives par rapport à nos actions. Donc, en termes d'introduction, on est tous bien d'accord que le Covid a vraiment bouleversé au niveau mondial. Je suis désolée, monsieur Ossa, mais vraiment… Que ce soit au niveau plus global, au niveau national ou au niveau local. Et donc, disons qu'on n'avait jamais vu avant, qui a été instauré en un rien de temps. Et l'homme doit se réadapter, doit se réapproprier tout ça en un temps record. Donc, il y avait un stress mental, il y avait beaucoup de… Vous ne m'entendez pas? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux continuer? Benjamin? Je peux avancer ou pas? C'est très inégal. Ça va, ça vient. En fait, il y a des passages qu'on arrive à entendre, mais il y a d'autres passages qu'on a… Voilà, par exemple, là, c'était très bien. Est-ce que c'est une connexion filaire ou une connexion en ligne? Oui. C'est une connexion données mobile et pas de Wi-Fi. Est-ce qu'il y a possibilité de se connecter en filaire? Sinon, voilà, on va essayer ça. Il y a des moments où ça passe. Hein. Pas, là, ça va être compliqué actuellement parce que je n'ai pas véritablement accès à la bonne. D'accord, donc là, ça passe. Donc, on va tenter le coup pour finir. D'accord, j'essaye d'avancer très rapidement si on arrive à entendre
beaucoup de choses, ça m'aiderait. Donc, je disais du coup qu'avec Covid, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent ou qui nous sont arrivées en un temps record et du coup, on était obligé de s'adapter, on était obligé de se réadapter de nouvelles façons de vivre qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Donc, ça, c'est au niveau global, il y a beaucoup plus de changements d'itinéraire ou de façon de faire qui s'est abattu directement sur le niveau local. Et donc, aujourd'hui, la réalité, c'est que dans les pays développés, on est en train de faire une transition sur beaucoup de plans. Et par contre, dans les pays en développement, on est en train on est en chantier, on est en construction. Et donc, sur un chantier en construction, quand il arrive des changements brusques comme ça, quand il arrive voilà, des changements de plusieurs formes comme ça, il y a des difficultés majeures à s'adapter parce que il y a très peu de moyens aussi. Donc, c'était un peu ça. Donc, nous, en termes d'impact, il y avait beaucoup de pertes en vie humaine, fermer les frontières et donc il n'y a pas d'entrée de produits, il n'y a pas de sortie de produits. Donc, les populations agricoles, les populations au niveau du Togo, on a à peu près une cinquantaine, plus de 58%, voire 60% qui sont agriculteurs et donc qui sont dans l'activité agricole. Et ceux-ci ne peuvent pas du tout commercialiser leur production. Et donc, il s'avère difficile maintenant pour eux de pouvoir avoir des revenus chutes aux cultures qu'ils ont eu à faire durant toute l'année. Donc, vous comprenez que c'est une crise qui amène à une folie pas possible. Donc, il n'a pas beaucoup de moyens pour subventionner ou pour subvenir aux besoins des populations. C'est vrai qu'il y a eu des actions qui ont été faites, il y a eu des cash mobile money qui ont été envoyés directement à des ménages, mais il faut avouer que c'était insuffisant. Il faudrait le dire. Donc, c'était beaucoup de choses comme ça. Et pourtant, la COVID, c'est pas tout simplement, c'est pas la seule parce qu'on avait, avant la COVID, des conséquences liées au réchauffement climatique. On avait des conséquences liées au changement climatique qui faisaient que quand les agriculteurs font l'agriculture, ils n'ont pas les rendements escomptés. Ils n'ont pas les rendements qu'ils attendent souvent. Donc, ça fait que ajouter au COVID, c'est la catastrophe. C'est purement la catastrophe. Donc, je disais du coup qu'en termes d'action de l'État ou des ONG, il y a eu beaucoup de mobilisation, il y a eu beaucoup d'actions dites faites en faveur des communautés, la distribution des masques, la distribution des dispositifs de lavage des mains, la distribution la mise à disposition aux familles de nourriture, de plein de choses, mais toujours je dis que ça reste insuffisant par rapport à ce que vivent les gens. À ce que vivent les gens. Donc, en termes de soutien, nous, on a essayé de faire des actions en ce sens. On est parti voir les communautés, on les a soutenus, on a fait des sensibilisations, on a fait des distributions de masques aussi. Mais de plus prioritairement, on est arrivé sur un projet qui servait d'appuyer des jeunes et des femmes qui sont d'ailleurs les plus vulnérables à au changement climatique et également au Covid à travers la promotion des techniques innovantes durable et d'agroforesterie. Et là, on tient qui est d'ailleurs une ville un peu secondaire, après à 100 km de Lomé. Et donc, dans cette communauté-là, on a formé un groupement de femmes et dire qu'il n'y avait jamais eu de coopérative de femmes ou de regroupement de soit discuté sous l'arbre par l'arbre, ou de coopérative, il n'y a jamais eu voilà. Et aussi reconnu, donc on les a aidés, on est dans cette vulgariser des pratiques en matière de renforcer les rendements agricoles. Il faut aussi dire que ces rendements-là avaient été mis
ça avait été réduit considérablement avec les conséquences des changements climatiques. Donc, et puis dire que si les rendements sont en baisse, c'est la pauvreté qui s'augmente parce que, et quand la pauvreté s'augmente, les conditions de qui sont dégradées et on a de plus en plus de problèmes sociaux, des vices et tout ça. Donc, on les a aidés à maîtriser les pratiques agroécologiques et ce qui leur a les produits organiques au lieu des produits qui empêchent les vers, les chenilles, les bonne partie des récoltes avant même la moisson partout en Afrique de l'Ouest. Donc, il y a un produit efficace aujourd'hui qui s'appelle le Kini, qui est fabriqué à base des plantes de Nîmes, qui aide à chasser Bon, je Je crois crois qu'on qu'on a, vient de perdre Kevin. Oui. on a perdu Kevin, malheureusement, qui était vraiment en train de nous présenter du coup l'action menée par l'OJEDD pour accompagner des femmes pardon, à se constituer en coopérative et à développer une production agricole agroécologique. J'espère qu'il pourra nous rejoindre et puis peut-être Benjamin aurons-nous l'occasion de partager un lien vers la présentation de l'action de l'OJEDD. Du coup, je vous propose de donner la parole à Monsieur Mohamed Sali. Bonjour, afin qu'il nous présente la façon dont l'économie sociale et solidaire, dans le cadre de l'initiative nationale de développement humain au Maroc, favorise l'inclusion économique des populations et plus particulièrement des jeunes ruraux. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? On vous entend. Donc, je me présente, Mohamed Safi, coordinateur de l'espace marocain de l'économie sociale et solidaire et environnementale au Maroc, appelé MS. Et, et bien sûr, donc, je vais présenter l'NDH, mais aussi comment on a essayé, donc, pour la troisième phase, intégrer l'ESS dans le cadre de l'NDH. Donc, actuellement, donc à partir du mois de janvier, j'occupe un poste de coordinateur du programme d'accompagnement de la mise en œuvre des actions relatives à l'ESS dans le cadre de l'NDH avec l'association Targa Aid. Et bien sûr, donc avant d'attaquer le sujet, je dois parler un peu de l'NDH pour les gens qui ne connaissent pas ce programme, parce que le programme, c'est un programme royal, donc c'est le roi en personne qui a proposé ce programme en 2005. Donc c'est un programme qui vise à réduire les inégalités sociales et aussi les inégalités économiques au Maroc. Donc, en passant de faire une démarche bottom-up, donc du bas vers le haut, parce que avant c'était les programmes et les projets qui étaient proposés par le gouvernement, les autorités locales et donc et les populations subissent.
Maintenant, on a inversé la donne. C'est les populations, donc les associations, les coopératives, en général la société civile, qui depuis 2005, et selon les besoins du territoire, propose des projets, et bien sûr dans tous les domaines social, économique, environnemental, et sur les petits territoires, et qui sont bien sûr financés par l'État. Donc l'NDH, comme je viens de dire, est avant tout un programme national qui a débuté en 2005. Et donc, il y avait des phases. Il y avait la première phase en 2005-2010 et après la deuxième phase 2010, 2011, 2015. Et après, donc, on est dans la troisième phase 2019-2023. Donc, l'NDH est un programme d'envergure nationale. Comme j'ai dit, donc, elle est, de point de vue administration et centrale, il y a un comité stratégique qui est présidé par le Premier ministre, mais au niveau des provinces, donc dans les petites, il y a 72 provinces au Maroc et préfectures, c'est le gouverneur qui est à la tête de l'NDH, donc l'NDH local. La deuxième, s'il vous plaît. Donc, voilà, j'ai déjà parlé de ce qui est sur le deuxième slide. Donc, l'objectif de l'NDH, c'est en gras, c'est l'inclusion économique et sociale d'une partie de la population, en particulier la population vulnérable, les jeunes et aussi les femmes. Et comme j'ai dit, c'est un projet, donc les projets doivent être proposés par la population elle-même. Et après, c'est des projets qui sont financés par les comités provinciaux dans chaque province, bien sûr, après étude de chaque projet. Et la troisième phase, 2019-2020, il y a une nouveauté. Donc, je dois aussi préciser que sur cette intervention, je vais parler en général parce que nous avons une session autogérée le mercredi où il y aura avec moi mes collègues qui s'occupent de ce programme qui vont parler tout en détail de ces programmes donc, qui sont là, le programme 1, 2, 3 et 4, en particulier le programme 3. Donc, le programme 3, c'est l'amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes par l'ESS. Donc, ce qui est nouveau sur ce programme, sur la phase 3, c'est l'intégration de l'ESS comme une démarche pour solutionner beaucoup de projets, beaucoup de problèmes sur les territoires. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc voilà, donc la troisième phase et aussi l'axe 3 qui parle de l'ESS. L'objectif, bien sûr, global du projet, c'est l'inclusion économique des populations les plus vulnérables et bien sûr, comme j'ai dit, en particulier dans le monde rural, mais ça ne veut pas dire que le projet, il vise les jeunes ruraux, il vise aussi les jeunes qui sont dans les périphériques, dans les quartiers urbains. Les objectifs spécifiques, le premier objectif, c'est l'amélioration de la synergie
et la gouvernance au niveau provincial. L'objectif numéro 2, c'est la promotion des chaînes de valeur. Donc, j'aurai le mercredi un collègue qui va parler de chaque objectif en détail. J'aurai aussi l'objectif numéro 2, c'est la promotion des chaînes de valeur. Donc, on a fait dans chaque province, on a fait une sorte de diagnostic des chaînes de valeur prometteuses et porteuses dans chaque région, et on a présenté ça à toute la population, et donc pour leur montrer quelles sont les chaînes de valeur porteuses pour qu'ils puissent monter leur projet sur ces bases. Mais s'ils ont des idées qu'on n'a pas pu, bien sûr, voir, ils sont libres aussi de proposer des idées et des innovations. Donc, ils sont les bienvenus et bien sûr, ils sont financés. Je dois dire que ce financement, donc le financement, c'est un financement, ce qu'on appelle les fonds perdus, mais nous, dans notre jargon, on appelle ça les fonds investis, parce qu'on investit dans la jeunesse, dans la chaîne, dans les jeunes qui étaient chômeurs et qui vont aussi travailler pour produire de la valeur ajoutée, créer des postes de travail dans les territoires. L'objectif spécifique numéro 3, c'est faire émerger des projets économiques, comme je viens de dire, viables, en réponse bien sûr à l'objectif numéro 2 de la promotion des chaînes de valeur. Donc, voilà. L'objectif numéro 4, c'est bien sûr, c'est l'accompagnement et le suivi des porteurs des projets qui ont été sélectionnés. Et l'accompagnement, c'est un accompagnement total, formation, accompagnement sur le terrain, sur tous les aspects de la coopérative, et aussi des petites et moyennes entreprises par des experts et des consultants et des spécialistes dans chaque domaine. Donc, il y aura aussi des mentors, il y aura aussi des techniciens qui vont suivre ces jeunes, parce que le problème de ces projets, c'est toujours le post-création. C'est là où il y a on veut que ces projets restent des projets pérennes. Donc, parce que on a mis un grand paquet de formation et tout ça sur la phase post-création. Donc, prochain slide, s'il vous plaît. Donc, je finis avec les résultats. Donc, on espère arriver et atteindre ces résultats. Donc, déjà, il y a la création des comités provinciaux. Dans chaque province, il y a un comité provincial qui s'occupe, bien sûr, de tout le programme de l'NDH dans la province, depuis le diagnostic jusqu'à la sélection et l'accompagnement par nos conseillers des projets et des porteurs de projets. Le résultat numéro 2, c'est l'analyse et l'identification des chaînes de valeur et des filières identifiées et des chaînes, bien sûr, porteuses. Et le 3, c'est l'identification, sélection et financement des projets. Dans chaque province, il y a à peu près chaque année une centaine de projets qui sont sélectionnés et financés, qui arrivent jusqu'à 30 000 euros. 30 000 euros, à peu près 33 000 dollars. Le projet qui est vraiment très, très
très bien au Maroc pour monter un projet pour une coopérative ou pour une entreprise sociale. Et le résultat qui est très important, le quatrième résultat, c'est l'encadrement, l'accompagnement et l'assistance technique aux porteurs du projet tout le long du processus post-création. Et nous avons donc les conseillers qui seront bien sûr tout le temps présents pour assister, conseiller et aussi suivre le porteur ou la coopérative ou le porteur de projet. Donc, je vous remercie. Tout ça sera vraiment détaillé lors de notre session du mercredi. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Sali, pour la présentation de ce programme ambitieux. Et donc, effectivement, rendez-vous mercredi pour en savoir plus. Alors, je vais maintenant donner la parole à Monsieur Honoré Wanchi, qui donc est enseignant-chercheur et qui va nous présenter ses principales conclusions, enfin les principales conclusions de ses travaux sur le rôle de l'économie sociale et solidaire dans la lutte contre les inégalités socio-économiques et pour le développement local en Côte d'Ivoire. Monsieur Wanchi, c'est à vous. Oui, merci. Merci. Ouais, je te reçois. Merci. Bien. OK. Alors, je voudrais saluer à mon tour tous les participants. Merci Chloé pour cette ouverture. Je voudrais très rapidement vous présenter effectivement les résultats de mes travaux sur l'économie sociale et solidaire comme une expression de lutte contre les inégalités socio-économiques et de développement local dans les pays du Sud en Côte d'Ivoire, cas de la Côte d'Ivoire. On peut aller, slide suivant. Alors, la présentation s'articule autour de 5 grands points. Donc, nous allons regarder dans un premier temps le cadrage théorique et les objectifs de la présentation. Ensuite, on va procéder à des questionnements qui nous permettra d'aboutir un peu à notre approche, comment nous avons procédé. Et nous allons présenter nos principaux résultats et terminer par la conclusion des recommandations. Slide suivant. Alors, en ce qui concerne l'économie sociale et solidaire, c'est l'axe de réflexion de notre atelier en cours. Et cette thématique interroge effectivement l'apport de l'économie sociale et solidaire dans la lutte contre les inégalités pour parvenir à un monde meilleur et plus inclusif. Alors, notre panel intitulé Économie sociale et solidaire, expression de lutte contre les inégalités socio-économiques et le développement dans les pays du Sud, de la Côte d'Ivoire, que nous avons l'insigne honneur de présenter, s'inscrit en droite ligne de cette problématique. Slide. Alors, comment en Côte d'Ivoire, les individus, les organisations se créent, se réinventent pour lutter contre les inégalités socio-économiques, surtout dans cette période de Covid. Et l'objectif de ce panel est de présenter à partir de certaines expériences de pratiques sociales l'analyse de l'économie sociale et solidaire comme un modèle innovant et durable d'inclusion économique et sociale. Slide. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous présenter la Côte d'Ivoire pour d'autres participants peut-être qui ne sauraient pas. Alors, c'est un pays situé en Afrique occidentale, indépendant depuis 1960, qui était sous le joug colonial français. On a une superficie de 322 462 km². Bon, c'est une erreur qui s'est glissée, on va le corriger. Alors, on a une population estimée à 22 millions d'habitants, avec un taux de croissance démographique de 2,6% l'an, dont 52% de femmes et 52% d'hommes et 48% de femmes. Et nous avons également 51% de population urbaine contre 49% de population rurale. Donc, la langue officielle, c'est le français. La capitale de la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan, avec une population estimée à 5 millions d'habitants. On a un climat tropical humide et chaud. Le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire est estimé à 46,3% en 2020, malgré vraiment un taux de croissance économique à 2 chiffres, compris entre 8 et 10%. Et on se rend compte qu'un habitant sur 2 en Côte d'Ivoire est considéré comme pauvre vivant avec moins de 1,90 $ par jour.
Voilà un peu les statistiques concernant la Côte d'Ivoire. Donc, on va aborder véritablement en ce qui concerne l'économie sociale et solidaire. Alors, nous savons que le choix du modèle économique de la Côte d'Ivoire est un modèle économique libéral depuis l'indépendance. Et ce pays est un pays foncièrement agricole avec le binôme café-cacao. Alors, en 80, survient évidemment la grande crise économique suite à la détérioration de ces prix-là des matières premières café-cacao. Et avec ses conséquences sociales dévastatrices, hein, nous avons entre autres les inégalités sociales entre les riches et les pauvres, le chômage, les crises politiques, la migration irrégulière, etc. Et il y a eu des programmes d'ajustement structurel qui ont été inspirés par le consensus de Washington, c'est-à-dire que les programmes visant à relever le pays de la crise, mais on s'est rendu compte que malgré ces bouées de sauvetage, la crise a persisté, la pauvreté a encore gagné du terrain avec ce que j'ai dit tout à l'heure concernant ce taux que j'ai montré. Et les crises socio-économiques se sont empirées et politiques également entre 80 et 2010. Slide suivant. Alors, donc face à ces fractures et ces inégalités sociales, les organisations de l'économie sociale et solidaire constituent vraiment une véritable forme organisationnelle les plus adaptée pour répondre à ces exigences de développement durable. Et effectivement, on s'est rendu compte que dans la dynamique de développement de l'économie sociale et solidaire, il y a eu des innovations individuelles, la création d'organisations, de coopératives, d'associations mutuelles et des fondations. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il ne faut pas le confondre comment on appelle, l'économie informelle, parce qu'il y a eu une prolifération massive de l'économie informelle et donc, du coup, beaucoup l'ont assimilé effectivement à cette économie sociale et solidaire. Bon, je pense que dans les échanges, on aura peut-être plus de détails là-dessus. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que cette dynamique naissante n'a pas été suffisamment encadrée par la législation nationale. Hein, mais au niveau régional, c'est-à-dire qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a l'OADA, qui est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, qui a mis une loi régionale relative à l'organisation individuelle, aux associations et aux coopératives. Mais cette loi reste vraiment limitée et reste au niveau régional. Allons-y, slide. Alors, donc, pour analyser l'émergence de cette dynamique, alors, nous avons jugé utile d'aller sur le terrain, en plus des documents que nous avons parcourus, de regarder vous voulez, ces initiatives-là auprès des populations. Donc, nous avons abordé les initiatives sociales et solidaires dans le domaine du transport, qu'on appelle le covoiturage, le travail bureaucratique, le coworking, et du logement, c'est-à-dire la colocation habitative. Alors, comment ces évolutions, qui occupent pratiquement tous les secteurs de l'économie dite formelle, nous interpellent et nous interrogent sur les inégalités socio-économiques dues en partie au système économique libéral, ou comment effectivement ces crises-là ont produit ces inégalités. En d'autres termes, dans quel contexte ce modèle peut-il contribuer à une société plus inclusive? Slide suivant. Alors, pour aller plus loin, on a donné une approche conceptuelle de l'économie sociale et solidaire, parce qu'il y a eu beaucoup d'amalgames, il faut le dire. On a confondu l'économie sociale et solidaire à l'économie informelle qui s'est beaucoup développée dans nos pays. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'économie sociale et solidaire est une alternative économique qui se veut sociale et solidaire. Elle intègre l'ensemble des initiatives, des coopératives, des mutuelles, des associations, des fondations qui partagent des particularités et qui les distinguent des entreprises individuelles, des entreprises publiques et des sociétés de capitaux, c'est-à-dire les entreprises privées à capitaux. Alors, quant au vocable solidaire, il faut l'associer à l'économie qui est née dans les années 80 et dans un contexte marqué par la crise économique et le chômage. Donc, cette économie-là repose sur une combinaison de trois économies à la fois, l'économie marchande, l'économie non marchande et l'économie non monétaire. Et à partir de cette dynamique-là, nous nous sommes rendus compte qu'elle s'articule autour d'une dimension de réciprocité et
la référence à ces principes de justice et d'égalité. C'est très important de le fixer ainsi pour ne pas le confondre avec l'économie informelle. Slide. Alors, notre approche méthodologique, c'est ce que je disais tantôt. On a fait une revue documentaire et ensuite, nous sommes allés sur le terrain pour voir avec quelques entreprises que nous avions ciblées. Sur la base de ces entreprises, on a pu échanger avec 5 entreprises qui œuvraient dans le domaine du transport collectif, de l'habitat collectif. Et donc, à partir de cela, nous avons fait une analyse de contenu. Slide. Alors, que pouvons-nous retenir de tout ça? Il ressort que à travers nos investigations qu'il y a 2 résultats principaux, à savoir, le premier résultat, c'est la spécificité émergente de l'économie sociale et solidaire dans un contexte de crise économique et d'inégalité sociale. Ça, c'est très important dans un premier temps. Et dans un second temps, c'est de savoir que l'économie sociale et solidaire contribue à l'inclusion économique et au développement durable. On va le regarder un peu plus dans les détails. Slide. OK. On s'est rendu compte que l'économie sociale a été adoptée par les populations elles-mêmes comme des stratégies pour contrer la crise économique. Et aussi, parmi lesquelles on s'est rendu compte que le rapprochement des besoins et les ressources des populations s'est fait à travers cette démarche-là. Et donc, nous sommes rendus compte que l'innovation sociale était la solution face à la crise économique et même, on a vu, face à la crise même de la COVID. Voilà. Et donc, ces résultats ont été corroborés par les résultats d'enquêtes empiriques auprès d'entreprises sociales et solidaires dans 2 domaines spécifiques qui sont le transport et l'espace de travail collectif. Et donc, on s'est rendu compte effectivement que ces organisations, ces entreprises collectives-là avaient plusieurs abonnés sur les comptes Facebook. Il existe également une plateforme de services informatiques pour ces entreprises-là qui offrent des services et en plus, les demandes sont de plus en plus croissantes. Au slide. Au slide, oui. On m'entend? OK. Alors, donc, à cette contribution, l'économie sociale et solidaire, on a effectivement parlé de l'inclusion économique et le développement durable. Alors, l'ESS contribue de manière économique plus qualitativement que quantitativement, parce qu'on a toujours pensé que l'économie, c'est la croissance à 2 chiffres ou à 3 chiffres, mais en réalité, il y a plus une contribution qualitative. C'est une économie à visage humain d'entraide, de solidarité, de respect des valeurs environnementales et humaines. Ensuite, on s'est rendu compte que c'est un service relationnel plutôt que le service administratif, économique et financier. Alors, l'économie locale est de proximité axée sur le développement local. Le développement local étant un développement de proximité, l'économie locale sied mieux à ce développement local-là. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment un rapport très étroit entre les besoins et les ressources réelles des populations à travers l'économie sociale et solidaire. Slide. Alors, pour conclure, nous pouvons dire que le modèle d'inclusion économique, d'inclusion sociale par l'économie sociale et solidaire prend de plus en plus d'ampleur dans nos pays. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, on s'est rendu compte que nous avons plusieurs modèles, plusieurs approches de l'économie sociale et solidaire, à savoir le covoiturage, le coworking, la colocation, les habitats collectifs, le travail collectif, le crowdfunding, la tontine, les prêts d'argent de pair à pair, etc. Voilà, donc du coup, il s'inscrit dans un contexte de crise du système économique et dépend en grande partie des initiatives individuelles et collectives. Et nous l'avons vu pendant la COVID, que des initiatives individuelles et collectives se sont mobilisées face, n'est-ce pas, à ces difficultés que la COVID a créées, parce que l'État n'a pas pu véritablement porter de l'aide comme il se doit à sa population. Slide. Slide suivant. OK, donc elle concerne pratiquement tous les secteurs économiques de la production à la distribution des biens et services, des biens et ressources, en passant par les services divers. Alors, elle vient comme une alternative économique
Malheureusement, ici, elle n'est pas véritablement accompagnée de manière institutionnelle et sa contribution n'est pas suffisamment évaluée par les politiques publiques. Ça, c'est ce que nous remarquons. Alors qu'il faut ce soutien-là pour qu'au niveau des initiatives individuelles et locales, on ait véritablement cet accompagnement et que les gens de plus en plus s'intéressent à cette forme d'économie. Alors, à travers cette présentation, nous démontrons la contribution de l'ESS sous 3 ans. Au niveau de la personne. Monsieur Wanshi, Oui. Peut-être 1 minute pour conclure? Oui, je conclue maintenant. Merci beaucoup. Voilà, donc ici, il y a le renforcement de la solidarité sans maximiser les intérêts économiques. Au niveau des États et des collectivités territoriales, c'est de promouvoir l'économie sociale et solidaire et aussi transformer progressivement le secteur informel en tissu économique, social et solidaire. Et au niveau des organisations coopératives, c'est de véritablement prendre que ces pratiques et les mécanismes de gouvernance doivent garantir le respect des principes coopératifs. Voilà vraiment ce que je voulais présenter concernant l'économie sociale et solidaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Wanshi. Alors, je vous propose qu'on puisse maintenant donner la parole à Madame Joanne Lavoie et ensuite, j'espère, nous aurons un petit temps pour revenir sur la présentation des uns et des autres si vous avez des questions. Donc, Madame Lavoie, pouvez-vous nous présenter les dynamiques de collaboration qui ont été mises en place entre autorités publiques et l'économie sociale pour le développement des communautés, notamment par la ville de Montréal? Oui, bonjour d'abord. Bonjour tout le monde, ça fait vraiment plaisir de prendre la parole devant vous aujourd'hui. Le GICEF, c'est vraiment un très bel événement, une occasion extraordinaire de partager nos expériences. Alors, ça me fait plaisir de vous entretenir, oui, des dynamiques de développement de l'économie sociale à Montréal. La ville de Montréal reconnaît l'économie sociale et sa contribution au développement de la métropole dans plusieurs domaines, que ce soit culturel, social, environnemental et économique. Particulièrement en matière économique, la ville soutient depuis longtemps tout un écosystème d'organismes d'accompagnement et de développement des entreprises du secteur privé et de l'économie sociale. La ville entretient un réseau de 6 organisations locales réparties sur son territoire et dont le mandat est de développer et accompagner les entrepreneurs dans leurs projets d'affaires. Ces organisations répondent à la fois aux entreprises du secteur public et aux entreprises du secteur de l'économie sociale. À Montréal, pour vous situer, l'économie sociale, c'est 68 000 emplois, soit l'équivalent de 7 % de la main-d'œuvre présente sur son territoire. Les 2780 entreprises d'économie sociale représentent 4 % des entreprises montréalaises. Et le PIB du secteur représente 8 % du PIB de la métropole, environ 12 milliards de dollars. On voit que c'est un secteur d'activité économique très, très bien ancré, une bonne masse critique. Les entreprises d'économie sociale évoluent également dans tous les types d'entreprises, soit dans le secteur commercial, le secteur manufacturier, l'offre de services professionnels, le secteur financier, les services à la personne, comme les centres de la petite enfance, ou l'aide domestique, puis d'autres secteurs encore. Depuis 2013, nous disposons au Québec d'une loi sur l'économie sociale qui a pour objectif de promouvoir l'économie sociale comme levier de développement socio-économique, de soutenir le développement de l'économie sociale par l'élaboration d'outils d'intervention et de favoriser l'accès aux mesures et aux programmes du gouvernement. En 2009, à la Ville de Montréal, nous avons adopté une politique publique en faveur du développement de l'économie sociale qui poursuit sensiblement les mêmes objectifs que la loi sur l'économie sociale, c'est-à-dire soutenir, promouvoir et accompagner. Chacune des stratégies de développement économique qui se sont déployées à la Ville de Montréal prend en compte les spécificités du secteur de l'économie sociale. Ainsi, nous avons mis en place des mesures de soutien pour le développement de l'économie sociale et sa pérennité. La Ville, comme je le disais, s'appuie sur 2 grands leviers.
D'une part, elle met à contribution son réseau de 6 organisations locales de développement économique et d'autre part, elle met en place une variété de mesures d'aide aux entreprises d'économie sociale. Avec l'apparition de la pandémie à l'hiver 2020, la Ville a été sollicitée sur plusieurs fronts et plusieurs mesures de soutien économique ont été mises en place. Premièrement, le réseau des 6 organisations qui a, entre autres choses, le mandat d'assurer la gestion du Fonds de développement de l'économie sociale de la Ville de Montréal, a bénéficié d'une hausse de 1,7 million de dollars dans le but de répondre aux besoins à court terme des entreprises d'économie sociale. Cette hausse représente près de 50% de son enveloppe courante. Deuxièmement, le Service de développement économique a mis en place des mesures d'aide que je qualifie de généralistes, c'est-à-dire pour servir à la fois les entreprises privées et les entreprises du secteur de l'économie sociale. Elle a aussi mis en place des mesures spécifiques réservées à l'économie sociale. Une première mesure généraliste, programme de soutien à la transformation des modèles d'affaires dans les secteurs les plus touchés par la pandémie, c'est-à-dire le commerce, le tourisme, l'industrie culturelle, l'industrie bioalimentaire et la restauration, ainsi que l'économie sociale. Ce sont sûrement des secteurs qui ont connu les mêmes difficultés dans vos pays. Ce programme vise à offrir aux entreprises de ces secteurs des services conseils spécialisés en transformation du modèle d'affaires pour s'adapter à la crise. Il s'agissait d'aider les entreprises à répondre à l'effondrement des marchés causé par la baisse de la consommation. La Ville a procédé par appel à projet auprès de firmes de services conseils et d'associations sectorielles pour obtenir les meilleurs projets d'accompagnement à la transformation des modèles d'affaires. Au final, c'est 250 entreprises qui ont bénéficié de 700 heures d'accompagnement, dont 75 entreprises d'économie sociale. Une seconde mesure généraliste, le soutien financier à des organismes de services conseils pour répondre aux besoins des jeunes et des femmes en affaires. Pour assurer la promotion de la reprise d'entreprises existantes, au lieu que les entreprises ferment, qu'elles soient revendues à des entrepreneurs qui souhaitent se lancer en affaires. Et en troisième lieu, également, faciliter l'adaptation du modèle d'affaires. Alors, les secteurs de l'économie sociale ont donc pu bénéficier des aides dans ces 3 volets, ainsi que d'une aide supplémentaire pour l'appuyer, encore une fois, dans la transformation de ces modèles d'affaires. De l'aide a été offerte aux entreprises directement pour développer leur capacité d'adaptation aux nouvelles réalités entraînées par la pandémie. Du soutien également pour accroître l'innovation en entreprise et augmenter leur taux de survie. Ensuite, une première mesure spécifique à l'économie sociale a été mise en place, la bonification du programme immobilier en économie sociale. Créé en 2014 et très apprécié, ce programme d'aide financière à la construction ou la rénovation immobilière a été élargi avec la possibilité aujourd'hui de procéder à l'achat d'un immeuble. Cette bonification s'est faite dans une optique de relance économique. Une deuxième mesure spécifique, elle aussi, à l'économie sociale, l'appui à la mise en place de nouveaux outils de financement, les obligations communautaires. Les acteurs de l'économie sociale québécoise ont toujours fait preuve d'innovation, particulièrement en matière d'outils financiers. Après la création de fonds d'investissement, ils ont développé un nouvel outil financier qui fait appel directement à l'épargne des particuliers qui, maintenant, peuvent investir dans les entreprises d'économie sociale en achetant des obligations communautaires avec rendement escompté. La mesure de soutien de la Ville de Montréal permet donc de verser aux entreprises émettrices de ces obligations communautaires une subvention égale à la hauteur des fonds levés par la campagne. Un organisme du milieu est également recruté afin d'accompagner les entreprises dans cette démarche de levée de fonds. Enfin, depuis les tout débuts de la pandémie, le Service du développement économique a mis en place un groupe de travail ad hoc
composé de têtes de réseau du secteur de l'économie sociale montréalaise. Une dizaine de personnes se réunissent 2 fois par mois depuis 18 mois. Ce groupe permet d'avoir une meilleure communication entre l'administration municipale et le milieu de l'économie sociale. La dynamique du groupe est tout à fait informelle. Ce n'est pas un lieu de représentation politique, mais bien un lieu où l'information circule librement entre les fonctionnaires et les acteurs du milieu. D'ailleurs, plusieurs observations issues de ces rencontres ont servi de base à l'élaboration de nos mesures d'aide aux entreprises d'économie sociale. En plus d'assurer un canal de communication direct avec l'administration municipale, le groupe est devenu une plateforme d'échange entre les participants. Par exemple, un organisme peut demander de l'aide pour atteindre des objectifs de recrutement à ses propres activités ou de l'information sur des personnes clés à rejoindre pour discuter d'un nouveau programme gouvernemental et d'autres besoins encore. Ces nouvelles dynamiques de travail entre la fonction publique et la société civile sont fondamentales, je crois, au développement de solutions qui contribuent à la transition vers un modèle économique et social. Pour les prochaines années à venir, la Ville de Montréal souhaite soutenir une relance verte et inclusive et joindre ses efforts pour influer sur les autres paliers gouvernementaux et acteurs multilatéraux afin de saisir l'opportunité de cette crise pour changer nos façons de faire de manière durable. Le comité ad hoc dont je vous parlais est un bon exemple. La Ville entend également agir dès à présent pour accélérer la transition écologique dans toutes ses dimensions sociales, environnementales et économiques. Elle veut aussi soutenir les acteurs de l'économie sociale dans les réponses aux enjeux sociaux et économiques que la métropole rencontre. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Lavoie, pour ce témoignage et surtout la présentation de l'ensemble des actions menées par la Ville de Montréal, à la fois pour répondre aux besoins des structures de l'ESS face à la crise, les soutenir dans leurs projets, actions de soutien aux personnes les plus vulnérables, et puis ces perspectives ambitieuses en matière de développement durable. Merci beaucoup à vous tous pour vos témoignages. Je trouve qu'on a eu des témoignages de contextes fort différents, mais en même temps qui pointent tous, je trouve, et la capacité des structures de l'ESS à répondre au plus près des besoins des personnes et des territoires, et l'importance que ces initiatives soient soutenues, notamment par les gouvernements locaux, et à travers un soutien, je dirais, de base de leur action, mais aussi un soutien, et je trouve que là, l'exemple de la Ville de Montréal était très intéressant, un soutien à leur capacité d'adaptation ou de résilience, parce que, en tout cas, je sais qu'on en parle beaucoup en France, mais il ne suffit pas de le dire, il faut aussi donner les moyens aux structures de s'adapter, de revoir leur modèle, et puis tout ça en coopération. Enfin, je crois que on en est convaincu aussi au RTS, mais c'est bien en dialoguant au plus proche avec les têtes de réseau, les structures, qu'on met en place des dispositifs les plus adaptés aux besoins et les plus agiles. On a une petite dizaine de minutes pour échanger avant un tour de table conclusif. J'ai vu que Monsieur Michael Kakoulé-Woutsapu a demandé la parole. Je vous en prie, monsieur, pour une question ou un témoignage rapide, si vous avez un micro. Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé la parole. Moi, c'est Michael Kakoulé. Comme je vous ai bien suivi du début jusqu'à la fin, nous avons suivi celle de Montréal qui nous a parlé de la situation vraiment tellement édifiante. Et pour moi, personnellement, je ne suis que jeune apiculteur. À partir de 11 ans jusqu'à maintenant. Et nous avons suivi vraiment les interventions, mais l'apiculture n'a pas connu vraiment beaucoup d'initiatives, parce que nous avons suivi avec l'ami du Maroc. Et il y a aussi l'homme du Côte d'Ivoire, lui aussi nous a parlé. Et nous aurons suggéré à ce qu'on voit comment on peut faire l'intégration de l'apiculture
dans la communauté locale, d'autant plus que ça fait partie de l'une des activités qui pourra relever la communauté afin qu'on puisse dire au revoir à la crise alimentaire et voir à la pauvreté. Donc, nous suggérerons qu'on sait qu'on puisse aussi prendre en considération l'état de pollinisateurs, parce que nous avons compris qu'au niveau de l'Afrique, presque dans toutes nos villes, nous n'avons pas de dispositifs, de systèmes de délocalisation des abeilles. Les abeilles sont sacrifiées, sont incendiées, sont tuées par des insecticides, des pesticides, ça qu'on puisse en parler. Alors, par ce canal, nous voudrions au moins vraiment relever c'est qu'on puisse voir comment nous pouvons tourner aussi notre regard vers les pollinisateurs. Et cela, c'est sur les chiguiers continental, tant africain qu'européen, qu'on puisse voir comment on peut faire plus de ces échanges. Parce que, comme je l'ai dit, que moi, personnellement, je ne suis que fruit de l'apiculture. Que depuis 1974 jusqu'à maintenant, mon père est en train d'élever les abeilles. Et moi, personnellement, je me suis déjà lancé. Et quoique je suis président du conseil d'administration du groupe Académie, les jeunes sont initiés en apiculture, afin qu'on puisse voir comment avoir une génération des ambassadeurs de la nature qui pourront au moins défendre les pollinisateurs au niveau de nos différents coins et afin que nous puissions voir comment nous aurons à booster notre rendement agricole apicole pour les survie de notre planète, parce que le changement climatique qui fait face à une déforestation progressive, nous devons voir comment nous pouvons tourner aussi nos programmes d'accompagnement vers ce secteur, afin que nous puissions aussi faire entendre la voix des apiculteurs et surtout les jeunes africains qui se sont déjà engagés. Merci, et qui soient monsieur. accompagnés, parce que comme au pays, en RDC, tout juste depuis le départ de l'homme blanc, les apiculteurs congolais ont été abandonnés par le gouvernement congolais. Il n'y a pas d'initiative d'accompagnement de ces apiculteurs jusqu'à aujourd'hui. Merci, monsieur Kakoulé. Les peu d'apiculteurs qui se donnent sont délaissés. Donc, c'est ce qui prouve déjà la carence à pollinisateurs et que si nous pouvons au moins suggérer. Oui, merci beaucoup. Donc, beaucoup. Voilà la suggestion d'intégrer l'apiculture parmi les activités qui peuvent aussi engager la communauté. Merci bien. Je crois que le message est bien passé. Oui, le message est bien passé. Je pense que ça fait quand même assez écho, malheureusement, même si on ne l'a pas toujours bien entendu, mais au témoignage de monsieur Kevin Ossa sur le travail mené par l'OJEDD au Togo. Et d'ailleurs, Benjamin nous a transmis dans le chat un lien pour en savoir plus à ce sujet. Et puis, je crois que ça fait, même si ce n'était pas typiquement sur la question des apiculteurs, mais de manière plus générale sur la question de l'alimentation, voilà, Madame Joanne Lavoie l'expliquait pour le cas de Montréal, mais ça fait aussi vraiment partie des filières ou des secteurs d'activité qui ont été fortement touchés par la crise sanitaire et notamment, et puis les confinements. Et là aussi, il y a eu plusieurs belles expériences, dispositifs aussi de soutien à ces secteurs de l'alimentation. Je ne pense pas qu'on aura le temps de rentrer dans les détails là, mais peut-être un temps sur le sujet pour être intéressant. Voilà, peut-être petite proposition au GCF, à moins que je n'ai pas vu passer l'info et qu'il y en ait un temps dédié dans le programme. Benjamin, tu nous diras. Bien noté. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, voilà, comme je disais, Benjamin a à la fois partagé les éléments sur l'OJEDD. Nous avons aussi Monsieur Elmouquet qui a transmis le lien pour le temps qui sera dédié à l'INDH et programme marocain de mercredi. Donc voilà, vous avez déjà des éléments complémentaires partagés dans le chat. Et puis je te propose, Chloé, de finir par cette question fil rouge. Oui. Alors qui est large. Ouais, peut-être on va la...
en demandant aux intervenants, voilà, en 2 minutes, de vraiment leur réflexion. Je te laisse peut-être la partager. Tout à fait. Alors en fait, il y a une question fil rouge qui suit donc tout le forum de Mexico, le G7 de Mexico, que je vous propose de resserrer un peu. Elle sera plus simple pour y répondre et je vais demander à chacun des intervenants de vraiment donner 2 ou 3 actions clés qu'il vous semble important de promouvoir au niveau local pour favoriser une société inclusive. Voilà, 2 ou 3 points clés à chacun, peut-être en synthèse de ce que vous avez déjà dit ou en nouvelle proposition. Eh bien, je propose, si Monsieur Kevin Ossa a la possibilité de brancher son micro, de nous partager très rapidement voilà, les 2 ou 3 actions clés qu'il pense importantes, indispensables de promouvoir à l'échelle locale pour favoriser une société plus inclusive. Kevin, à vous. Oui, merci Chloé. Désolé pour mon intervention qui avait été coupée dû au fait de ma connexion qui n'est pas très, très bonne. Très rapidement, moi, je propose dans un premier temps que l'État consulte et travaille en étroite collaboration avec les communautés, parce que c'est les communautés qui font l'État, c'est les communautés qui font le gouvernement. Mais on fait des actions souvent disparates sans pour autant mesurer les besoins des populations. Et donc, on assiste souvent voilà, à je sais pas, des actions qui sont faites comme ça sans jamais servir le bien de la communauté. Donc, c'est très important de se baser sur les besoins exprimés par les communautés, leurs manques et tout ça pour faire des projets durables. Secondo, c'est le partenariat entre que ce soit les entreprises, que ce soit le gouvernement, que ce soit les OSC, que ce soit les citoyens. Il faut un partenariat multi-acteurs. Il faut un partenariat à la même hauteur des yeux, que ce soit de par le nord, que ce soit de par le sud, parce qu'aujourd'hui, la pandémie nous a suffisamment démontré qu'on ne peut y arriver tout seul, qu'on ne peut construire un monde durable tout seul. Et donc, il est très important que main dans la main, en se regardant à la même hauteur des yeux, qu'on tisse des partenariats bénéfiques afin que, voilà, que tout le monde soit partant gagnant. Et dernièrement, pour finir, c'est de solliciter ici, c'est de pousser, de porter la voix des communautés vulnérables à cet atelier-là, que nous avons besoin de soutien, que ce soit du soutien matériel, que ce soit du soutien financier, pour leur venir en aide, parce que nous sommes une organisation de jeunes, très peu, d'ailleurs, on a très peu de personnes motivées du fait voilà, de cet engagement-là non nourri. Et donc, on a plus besoin de moyens pour aider les communautés pour que les projets soient beaucoup plus durables. Parce que pour la durabilité, il faut l'économique, il faut le social et l'environnemental. Donc, si on a deux sans l'autre, ça ne marche pas. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité et à très vite. Merci beaucoup à vous et effectivement, à bientôt. Monsieur Wanchi, à vous le micro. Donc, je répète cette question fil rouge. Quelles sont selon vous les 2 ou 3 actions clés à promouvoir à l'échelle locale pour favoriser une société plus inclusive? Bien, merci, merci madame. Tout à l'heure, quand je présentais à la conclusion, je disais qu'il fallait véritablement, au niveau des États et des collectivités territoriales, il fallait véritablement promouvoir l'économie sociale et solidaire. C'est très important. Et il fallait également promouvoir les réglementations en la matière pour aller vers des organisations qui pourraient véritablement prendre le lead ou impacter la vie socio-économique. C'est très important dans ce sens-là parce qu'on se rend compte que nos économies reposent en partie sur ce qu'on appelle l'économie informelle. Alors que parler de l'économie informelle, ça ne résout pas forcément nos problèmes. Et c'est pour cela que j'adhère véritablement à l'accompagnement et à l'appui de ces initiatives-là. Pour rebondir un peu sur le cas de notre ami qui a parlé de l'apiculture, effectivement, c'est un secteur qui est délaissé. Mais en réalité, s'il y a l'appui effectivement des collectivités territoriales,
de l'État, alors je pense que les jeunes pourront véritablement plus s'intéresser à la chose. Évidemment, l'initiative venant par le bas, il faut vraiment un accompagnement institutionnel, il faut un accompagnement qui permette à ces jeunes-là de pouvoir atteindre les résultats et les objectifs. Voilà un peu ce que je peux dire concernant ça. Merci. Merci beaucoup. Madame Lavoie, même question. La vidéo va se mettre en place et le voilà. Alors, je crois vraiment qu'on ne peut plus ignorer les impératifs de changement que nous impose la crise climatique. Et il nous faut soutenir une relance plus verte et inclusive. En sens, l'économie sociale doit bénéficier d'un accompagnement institutionnel plus fort. La proximité aux enjeux sociaux, aux besoins des populations, représente vraiment la force de l'économie sociale. Alors, c'est ce sur quoi les gouvernements doivent s'appuyer, sur cette capacité de l'économie sociale d'être en dialogue avec les besoins de la société. Merci beaucoup. Et enfin, Monsieur Sali. Bonjour, donc pour moi, l'inclusion économique et sociale passe avant tout par l'écoute et la solidarité avec les populations vulnérables. Donc, il faut les écouter et aussi les faire participer, une participation décisionnelle. Ils doivent être dans la plus haute marche de la participation. Ils doivent décider de leur sort, décider de leur projet et ici, donc, participer à une participation active à leur destin. Et c'est comme ça on va arriver, bien sûr, à résoudre beaucoup de problèmes d'inégalité sociale. Merci. Eh bien, merci beaucoup à tous les cinq, Monsieur Kevin Ossa, Monsieur Mohamed Sali, Monsieur Honoré Wanchi, Madame Béatrice Alain et Madame Joanne Lavoie, ainsi qu'à tous les participants. Peut-être, Benjamin, je te redonne le micro pour nous annoncer la suite des événements.